Du Oli. Fallait que ça arrive, hein. Il peut pas y avoir une série que je traite sans qu'il y ait des épisodes que je n'aime pas. Voilà, fin de saison 5, au bout de 50 épisodes, ça vient. Ça a été tardif, mais ça a fini par venir. Et honnêtement, c'est pas pour dire que c'était un épisode affreux ou quoi que ce soit. À nouveau, niveau réalisation, c'était pas mal. Mais sur pas mal de points, ça reflète totalement les problèmes que j'avais durant cette saison 5 par rapport aux autres. Cet effet résolution-conclusion en queue de poisson qui, honnêtement, est appuyé à mort dans cet épisode sur pas mal de points. Et j'aurais quand même pu parler de tout ça et trouver que c'est un épisode correct s'il n'y avait pas le final. Pour ceux qui connaissent, vous avez une bonne idée de de quoi je veux parler. Enfin bon, on va voir ça dans les mêmes ordres que d'habitude, en commençant par Arya qui conclut son espèce de petit arc où elle échoue un petit peu à ce que voulait lui enseigner Jaqen. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, c'est pas super clair ce qu'il veut enseigner. Je déteste une fois de plus ce mode d'enseignement ultra cryptique, mystérieux à la con, où on n'explique pas certaines choses, mais bon, voilà quoi, elle se venge de Mérine. Donc, qui a fait convoquer 3 jeunes filles pour les torturer. C'est un peu son kiff, quoi. Viens, je vais dans un bordel, je commande des petites filles pour les fouetter. C'est mon truc, c'est ça qui m'excite. Histoire de bien appuyer. Oh, quel connard celui-là. Ça va être bien de le voir partir. Wouah. Histoire de bien appuyer ce genre de détail à con. Donc, elle se fait passer pour une de ces prostituées. Arya, et se faire marquer en ne réagissant pas aussi vivement que les autres à ses coups de fouet, et c'est là donc qu'ils finissent par se retrouver seuls et qu'elle le tue, alors qu'il a une putain de bonne résistance le gars quoi, il se prend 2 coups de couteau en plein œil, sachant que oui ça perce l'œil mais ça doit percer un petit peu après quoi, et puis il se prend des tonnes de coups de couteau dans le ventre, dans le torse, et il est toujours pas mort quoi le gars, il est toujours conscient de ce qui se passe comme si c'était juste une blessure un petit peu ennuyeuse, mais comme si, quand même, j'en pouvais survivre à ça. C'est un petit peu bizarre, je trouve, mais bon, c'est peut-être aussi la longueur de la lame, c'est une toute petite lame, peut-être que ça joue aussi. Ça fait juste un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grand-chose, et puis c'est là qu'elle se gausse un petit peu. Ah, tu te souviens de moi, je suis Arya Stark, tu étais le premier sur la liste des gens que je voulais tuer. Ben, je te bute. Et des coups de finale, il lui tranche la gorge. Et là, ça marche tout le temps, on se fait trancher la gorge, on meurt juste après. Ça marche bien. Et c'est là donc qu'elle retourne auprès de Jaqen et donc de l'autre élève. Alors, est-ce que ça a toujours été une autre élève ou, en fin de compte, est-ce qu'elle a jamais existé, celle-là, d'après ce qu'on va voir. Mais bon, et où elle fait son rapport et où ils l'ont complètement coincé, pigé. Et en disant, ouais, t'as tué un homme, mais pas le bon, t'as tué le mauvais homme qu'il fallait. Et donc, tu vas être puni pour ça, t'as pas réussi le test, t'es pas encore prête. Et donc pour ça, il y a la fille, d'autres filles qui la tient, et Jaqen qui lui tend une fiole de poison, qui tend une fiole de poison en disant hey, une vie contre une vie, il faut payer ça, c'est une dette. Donc ça t'est jamais arrivé de tuer personne en dehors des contrats, toi, apparemment, semble-t-il. C'est un petit peu bizarre ça, et donc la vie en question, on se dit ah mais est-ce qu'il va tuer Arya? Mais non, il boit la fiole lui-même et il se tue devant elle. Donc Arya est complètement désarçonnée par ça, elle se dit ah non, meurs pas, t'es mon meilleur ami. Et il y a l'autre qui dit mais pourquoi tu pleures? Ce n'est pas la personne à laquelle tu crois, et c'est là qu'il voit que la fille s'est retransformée en Jaqen, et que Jaqen portait une ribambelle de masque par-dessous. Et c'est là que je me dis, est-ce que la fille a toujours été Jaqen en fin de compte? Ou est-ce qu'ils ont toujours été 2 personnes en fait? Genre, Jaqen a toujours été 2 personnes qui pouvaient je sais pas, c'est pas super clair, peut-être qu'on explicitera ça. C'est tout ce que je demande, un de ces 4, qu'on explicite un petit peu le délire derrière ça, mais bon, voilà, en voyant ça, Arya, elle retire le masque de la personne qui se faisait passer pour Jaqen, elle voit qu'elle a une ribambelle de masque, oh et il est personne, celui-là, c'est ce que tu devais devenir. Et au bout d'un moment, lorsqu'elle retire les masques, elle voit un masque d'elle-même, ce que je trouve un petit peu bizarre, parce que je croyais, en tout cas c'est ce que j'avais déduit de ce qui se passait, je croyais que les masques qu'il avait, les nombreux masques qu'il avait récoltés, c'était le masque de tous ceux qu'il avait tués. C'est-à-dire les gens qu'il avait tués qui venaient au sanctuaire pour se suicider d'une façon ou d'une autre. Et donc tous les masques qui avaient été pris, c'était ça. Et non,
apparemment, on peut créer n'importe quel masque qui ressemble à qui on veut, et c'est totalement fantomas en fait, ce truc. C'est un peu bizarre. Et le truc plus bizarre par rapport à ça, c'est que en envoyant son masque, elle finit par avoir une réaction comme quoi elle commence à ne plus rien voir, ses yeux sont touchés par je ne sais quoi. Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je me pose la question et on n'aura pas de réponse tout de suite. Suspense pour l'épisode suivant. Alors, c'est pas que c'était mauvais, c'est juste que ça enchaîne les trucs dont je suis pas fan dans ce genre d'histoire, comme quoi il faut rester mystérieux, oh c'est cryptique, tout ça, tout ça. Et j'ai peur au bout d'un moment qu'on reste super vague par rapport à ça, histoire de dire oh ça va pas être expliqué, mystique. Et je t'emmerde série, si c'est le cas, je t'emmerde, hein, je suis désolé. Tu mets en place des trucs un peu bizarres, tu dois les expliquer. Mais bon, sur le coup, ouais, j'ai resté un petit peu ouvert à ce que ça pourrait donner par la suite. Ça me fait juste bizarre sur le coup, mais c'est pas non plus mauvais. Et c'est clair et net que s'il n'y a pas d'explication un tout petit peu claire à ça, ça me fera chier. Ça me fera chier, c'est clair et net. On conclut pour de bon le passage à Dorne, où donc Jaime peut remporter Miranda avec elle, où c'est un petit peu des au revoir hein, entre ceux qui partent et ceux qui restent. Où, ouais, il y a un petit moment entre Bronn et l'autre Aspic Amazon, histoire de dire, ah, il y a vraiment un truc qui s'est noué entre eux. Est-ce que ça sera poursuivi ou pas? Parce que si c'est pour faire ça, si c'est pas poursuivi, c'était une perte de temps, je trouve. Mais... ouais, quoi, comme au revoir, il y a Elia qui fait un dernier baiser à Myrcella, et quand je dis un dernier baiser, c'est un beau baiser bien sur la bouche, bien... Mais ça ne dérange personne. C'est comme ça que les femmes s'embrassent régulièrement à Dorne. On se fait un bon baiser langoureux sur la bouche à chaque fois. Parce qu'ils l'ont pas fait entre elles, hein. J'ai vu aucune autre femme faire ça entre elles durant tout ce passage à Dorne. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Ouais, et si je dis ça, c'est que ça ne fait tilter personne. Ils savent qu'Elia veut se débarrasser d'elle. Elle fait un truc un peu louche. Et étant donné que c'est pas clairement précisé comme étant quelque chose de normal à faire, moi je trouve ça bizarre que personne ne réagisse, je vous cache pas. Mais bon voilà, elle a fait son petit baiser langoureux à la con à Myrcella, et ils partent enfin sur le bateau, où Myrcella et Jaime ont eu une petite conversation sur ses vrais parents, et elle semblait avoir compris en fin de compte. Ah oui, j'avais saisi avec ce que j'avais un petit peu observé que t'étais certainement mon père, et j'en suis contente, tu sais. Je comprends ce que je veux dire, je comprends votre situation, ok, très sympa, comprendre ça comme ça, et c'est là que, il y a une grande surprise que j'avais pas du tout vu venir. Myrcella finit empoisonnée, hein, elle a donc du sang qui lui sort des lèvres, etc., du nez et tout, et elle a l'air d'être sur le point de crever, je pense qu'elle va crever, parce qu'elle a été empoisonnée par Elia avec son fameux baiser. Waouh, c'était pas du tout prévisible, hein, c'était tellement subtilement montré, j'y ai pas du tout vu venir. À nouveau, hein, et ouais, elle montre rapidement qu'elle a infligé le même type de poison lent à Myrcella que l'avait fait l'une des Amazones à Bronn avant. Donc ouais, ça a pris à peine une petite heure, même pas, du peu qu'on voit, donc c'est encore plus rapide, c'est un poison à effet lent, mais plus rapide que celui qu'elle avait utilisé l'autre. C'est bizarre, c'est pas grave ça. Mais voilà quoi, elle a infligé ce poison, elle boit rapidement l'antidote, histoire de nous rappeler un petit peu, de bien faire comprendre la chose. Et ok, là c'est la guerre entre Dorne et Port-Réal ou un truc comme ça, il doit y avoir quelque chose. Ils sont en plein sur la mer et ils peuvent revenir pour aller se venger ou retrouver de l'antidote ou quelque chose, je sais pas trop, c'est un petit peu bizarre ça. Peut-être oui, comment on va suivre ce truc, je me demande bien, mais apparemment, ouais, je vois mal Myrcella s'en tirer, donc elle va crever, et ça me fait revenir à un problème que j'avais au début de cette saison. On a essayé de me reprendre là-dessus en disant, ouais, non, mais tu sais, c'est important cette scène où on voit que Cersei se fait prédire que ses enfants vont mourir, parce que c'est ça qui la met... qui la rend suspicieuse envers Marjorie et tout. Et ça m'a toujours fait tiquer parce que, à quelques exceptions près, où on sent que elle laisse tomber le côté politique de la chose, quoi, organisation politique pour mieux s'en tirer, juste parce qu'elle pense à son fils à 2-3 moments, en dehors de ça, ça n'amène absolument à rien pour moi. Je veux dire, la plupart des choses qu'elle fait pour protéger son fils de Marjorie, il n'y aurait pas eu cette espèce de prédiction qu'on lui a faite quand elle était petite, je vois pas pourquoi elle aurait agi différemment.
D'ailleurs, par rapport au mariage de Geoffrey, etc., et ce qui s'est passé, j'ai le sentiment que elle a complètement zappé ce truc-là. C'est comme si seulement à la mort de Geoffrey, elle s'était dit, ok, maintenant je vais croire ses prédictions. C'est pas comme si tous les autres trucs qu'elle avait prédits s'étaient avérés vrais, mais c'est seulement quand ce truc-là s'est avéré vrai que je vais la suivre. Déjà, c'est un petit peu gros, je trouve, mais c'est ce passage-là qui fout tout ça en l'air pour moi. Parce que Myrcella meurt de façon qui n'a absolument rien à voir avec Marjorie, comme l'avait prédit la prêtresse, la médium qu'elle avait vue quand elle était petite. Donc ça colle pas en termes de logique. Hein, après ce qu'on a dit, quoi. Parce que, ouais, il y aura une femme d'un autre pays, où je sais plus exactement ce qu'elle a dit, la médium, hein, qui viendra, qui sera la cause de la mort de vos 3 enfants. Et ouais, non, elle y a absolument pour rien. Hein. Tous les événements qui sont mis en place n'ont absolument rien à voir avec Marjorie, hein. Mais absolument que dalle. Donc, ouais. Non seulement je trouve depuis le début que ce passage était superflu, mais maintenant il devient incohérent par rapport à ce qui est mis en place là. En plus d'avoir fait un arc qui était pas super intéressant autour de Dorne, maintenant vous créez une incohérence, une contradiction avec ce qui était mis en place en début de saison. C'était pas génial ça, hein, c'était vraiment pas génial. Et ouais, normalement, ça devrait pas empêcher Jamie et compagnie de faire machine arrière et d'y retourner hein, tout de suite. Puisque maintenant, la mission a échoué. Par contre, un truc qui me ferait vachement marrer, mais rire jaune, c'est que Jamie ne se doute pas que c'était Elia. C'est-à-dire que, bon, il aurait des doutes, mais il serait pas sûr à 100%. Il se dirait, oh, si ça se trouve, c'est Tristan qui est responsable ou une connerie comme ça. Et là, ce serait de la grosse connerie. De la grosse connerie. C'est histoire de dire. Mais ouais, voilà, cet arc se termine une fois de plus en queue de poisson. C'était que des résolutions en queue de poisson qui sont poursuivies durant cet arc-là, et ça se termine comme ça. Myrcella, qui était pas particulièrement intéressante, on essaie de lui donner un petit moment, un petit peu sympathique, intime avec son oncle père, rapidement, histoire de dire, mais merde, c'est juste pour faire ça rend pas sa mort particulièrement. Ouah. D'ailleurs, en parlant de Cersei à Port-Réal, elle est toujours capturée, emprisonnée par la foi militante qui veut la forcer à avouer ses crimes, et au bout d'un moment elle se dit merde, je vais le faire parce qu'on me libérera pas si je le fais pas. Et elle le fait, donc elle vient confesser une partie des crimes, celle qui a été confirmée par le cousin Balance. En gros, oui, j'ai couché avec lui lorsque j'étais avec le roi. Parce qu'il me délaissait, et j'en appelle à la clémence de la mère, notre mère des 7 couronnes, c'est comme ça, je croyais qu'il y avait plusieurs dieux, excusez-moi, je n'ai pas suivi en détail le principe de la religion précise du coin, et ouais, il y a le mec qui dit d'accord, par contre, vous aurez quand même votre procès, parce qu'il y a d'autres chefs d'accusation, et vous avez beau les nier, hein, et on va quand même les voir un petit peu en détail, sinon, ouais, vous pourrez partir quand vous aurez expié vos péchés. Alors l'expiation, elle est très sympathique, déjà on la rase bien, de façon à ce qu'elle ait plus que des cheveux courts, je suis déjà un peu surpris qu'ils soient pas allés à fond et en la rendant complètement chauve, mais bon, c'est un détail ça, et parce qu'ils ont fait plus ou moins pareil avec le cousin Balance, ils l'ont totalement rasé à un moment donné, pour lui donner cette espèce de marque aussi sur le front. Comme quoi c'est un guerrier de la foi militante et tout ça. Et ouais, après lui avoir rasé un peu la tête, ils la font défiler dans les rues en se montrant à poil devant tout le monde pour se rendre au château. Bon, en étant un petit peu escortée par les gardiens de la foi militante, histoire de la protéger un petit peu, mais ça change rien au fait qu'elle se fait conspuer, qu'on lui jette des trucs. À un moment donné, on voit qu'elle a les pieds ensanglantés, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, elle a pas marché sur quelque chose de pointu, où il n'y avait pas une route ultra... Mais elle a les pieds ensanglantés. Je sais pas, j'ai peut-être loupé un détail dans cette meurtre, mais pourquoi elle a les pieds ensanglantés? Qu'elle ait mal aux pieds, ok, qu'elle ait un petit peu... qu'elle ressente la douleur d'avoir marché sur le pavé, ok, mais ensanglantée à ce point-là, c'est du foutage de gueule, je trouve. Mais bon, c'est histoire de dire, peut-être que j'ai loupé un détail où elle marche sur quelque chose, qui lui ensanglante les 2 pieds.
Parce que, oui, j'ai pas souvent marché nu dans ma vie, mais ça m'est arrivé de marcher nu sur du béton, etc. Et oui, c'est pas agréable, je suis totalement d'accord, mais ça me fout pas les pieds en sang, faut pas exagérer non plus, quoi. C'est le détail, excusez-moi d'insister là-dessus, c'est rien, hein, on est d'accord. Mais voilà, quoi, elle est conspuée par tout le monde, qui la traite de tout et de rien, on lui crache dessus, on lui balance des trucs, et donc voilà, c'est une vraie chemin de croix pour elle, hein, comme le Christ, et c'est un truc, une fois de plus, que je salue chez cette série, c'est le fait de nous faire avoir un peu les sentiments mixtes sur nos personnages. Cersei se fait accuser de tous les maux, et plus ou moins raison, hein, tout ce dont on l'accuse, c'est vrai. Hein, faut pas rêver, hein, c'est un petit peu tout ce dont on l'accuse. Et n'empêche qu'à plusieurs moments, elle a été une grosse connasse finie, qui mérite un petit peu ce qui lui arrive. Mais on met ça en scène de façon à la rendre tellement misérable qu'on a quand même un peu de peine pour elle à ce moment-là. Donc voilà, il y a ce côté que j'apprécie beaucoup là-dedans, où on a des sentiments très mitigés par rapport à ce qui se passe. Et voilà, je pense que je suis plus pris par la colère de la chose parce que je n'aime pas ce genre de pratique. Voilà, c'est la pratique de base qui m'irrite au plus haut point, pas tellement la personne qui l'a subi, mais la pratique de merde proposée par la foi militante pour représenter le bas peuple, qui est à chier, hein, voilà. Je pensais que ça se réglerait assez vite, mais apparemment ça va durer un certain temps. Peut-être que ça durera plus d'une saison, hein, peut-être que ça durera jusqu'à la saison 8, nous verrons. Mais ouais, c'est un petit peu... je m'attendais pas à ça, je vous cache pas. Je m'attendais à ce que ça dure moins longtemps. Enfin bon, voilà, elle a son chemin de croix, on a de la peine pour elle, et au bout d'un moment, elle finit par arriver enfin au château, après avoir été escortée comme ça, et avoir subi un énorme calvaire. Et c'est là donc qu'elle est accueillie par tout le monde à la cour, où personne voulait aller à son aide. C'est très sympa à nouveau. Personne n'ose s'opposer à la foi militante, en gros. Genre, ils ont une armée supérieure à la garde royale ou un truc comme ça. C'est assez bizarre quand même. Et ouais, j'imagine qu'elle fera quelque chose pour ça, Cersei, après l'affront qu'elle a reçu. Ça me surprendrait pas une seule seconde. Hein. Là, je pense que la vengeance va pas tarder à se ressentir là, de la part des autres. Je parie même que va y avoir la nonne qui arrêtait pas de la torturer un peu pour la faire avouer, qui aura droit à une scène un peu spéciale où Cersei la regardera mourir en lui disant « Ah, je vous ai promis que mon visage sera la dernière chose que vous verrez avant de crever. Je tiens mes paroles. Un Lannister tient ses promesses. » Voilà, ça, je m'attends un peu à ça. Mais voilà, elle est ramenée, il y a Qyburn qui vient s'occuper d'elle, tandis que Pycelle reste dans son coin, parce que, à nouveau, depuis quelques temps, le mec il observe, il fout rien, quoi. Il va crever à un moment donné ou pas, celui-là? Je sais pas trop. Et voilà, Qyburn essaye de la réconforter, elle l'amène à son labo, son coin pour soigner ses pieds, en étant escorté par son nouveau soldat, une espèce de gros tas de muscles, qui est clairement la montagne après le traitement qu'il lui a infligé. C'est Bane la montagne, en gros. On voit rapidement son regard sous sa visière, il a l'air d'être devenu violet, le gars. Donc, si ça se trouve, ouais, c'est une espèce de... Le nouveau soldat sans âme qui est de Frankenstein pour lui, qui pourra commander à sa guise Qyburn. Je sais pas, j'ai le sentiment que plus ça va, plus Qyburn va avoir de l'importance, et peut-être qu'il va essayer de tirer son épingle du jeu d'une certaine façon. Mais ouais, apparemment... Il y a un truc qui me gêne un peu là-dedans, en dépit du fait que c'était quand même le meilleur morceau, le meilleur segment de cet épisode, c'est le fait que, ouais, on met pas du tout en avant notre personnage dans cette configuration. Hein. Genre, elle fait tout toute seule, et pendant ce temps-là, les autres laissent faire comme si de rien n'était, comme s'ils pouvaient rien foutre, quoi. Et j'espère peut-être que je me trompe, que lorsque le procès viendra, d'une certaine façon, il y aura Baelish et Olenna qui auront prévu certains trucs, ou quelque chose comme ça. C'est tout ce que j'espère, parce que s'ils sont restés dans leur coin à rien foutre pendant les plusieurs journées qui ont passé, ils sont pas mis à leur avantage, hein. Ouais, en tout cas, ça reste quand même le meilleur segment, parce que la mise en scène de la chose, ce que subit Cersei, est très fort, hein. On sent la peine... Plus pour la situation que pour elle personnellement, mais quand même on a des sentiments mitigés sur elle et c'est très fort à ce niveau-là. Voilà, ce segment est le mieux réussi du lot. Maintenant on va passer au moins réussi. Avec, pour commencer, ce qui se passe autour de Stannis. Où après avoir sacrifié sa fille au bûcher, eh ben le temps s'arrange. Donc voilà, le tour des dieux, c'est arranger la météo en sacrifiant quelqu'un, en gros. C'est ça le truc du maître de la lumière.
Eh ben dites donc, hein, seulement ça pour un sacrifice humain par le feu, alors qu'à côté de ça, il a créé une ombre meurtrière pour un petit coup de rein de la part de Stannis avant. Ben dites donc, hein, des fois... Et le truc par rapport à ça, c'est qu'elle a l'air plutôt confiance tout de suite, Mélisandre, mais vous voyez, ce qu'on a fait, ça a marché et tout, mais ça va pas s'arranger plus que ça, puisque dans la nuit, la moitié des soldats ont déserté comme ça. C'était les mercenaires qu'ils avaient payés, ils ont déserté. Voilà, tant pis pour leur gueule, hein. Donc il se retrouve avec moitié moins d'hommes. En plus de ça, il y a sa femme qui vient de se suicider, de se pendre à un arbre après ce qui s'est passé. Donc, pas joie ce gars. Et Mélisandre, en se rendant compte un peu de ça, elle se dit... Je vais pas rester. Je vais pas rester. Et donc elle se barre avec un cheval, en le laissant tout seul dans sa merde. Tout ça pour ça. Alors, c'est le problème que j'ai avec ça. Est-ce que le maître de la lumière s'est foutu de la gueule de Mélisandre? Est-ce qu'on veut partir là-dessus? Parce que si c'est pour faire ça, c'est le sacrifice à faire et que ça a amené à ce genre de merde, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Ouais, j'ai le sentiment qu'on va essayer de faire douter un petit peu Mélisandre de ce qui se passe, ou d'une certaine façon, mais ouais, c'est un peu bizarre parce que Mélisandre a quand même l'air de vachement croire à ce qu'elle dit, quoi. Ouais, je vous assure, j'ai vu les bannières de Winterfell brûler alors que vous y entriez, eh ben non. Ou alors, je sais pas, elle a juste vu les bannières des Bolton brûler à Winterfell et elle a pas suivi que c'était Stannis. À ce moment-là, on verra ça, mais plus tard, peut-être, je ne sais pas. mais ouais, on a fait un truc super fort dans l'épisode précédent pour dire que c'était juste un énorme gâchis. Et j'imagine que c'est le but, c'est de nous faire ressentir le côté totalement gâchis de la chose pour que Stannis se rende compte qu'il n'a plus rien. Et ouais, c'est un peu là que ça va se terminer pour lui en fait. Il est dans une situation où il est dans la merde, mais il a trop de fierté pour reculer et revoir ses positions d'une quelconque façon. Donc il se dit merde, avec le peu d'armée qui me reste, on va avancer pour prendre le siège de Winterfell. Mais étant donné qu'ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, avec leurs 3000 hommes, ben ils se font laminer, c'est un massacre. Il y a toute l'armée des Bolton qui arrive, ils sont plus nombreux qu'eux. Sachant qu'au passage, histoire de dire rapidement, si vous aviez été le double, comme tu l'as dit par rapport à ça, et que les autres seraient restés en position de siège, c'est-à-dire qu'ils seraient restés en position défensive, eh ben vous l'auriez eu quand même dans le cul, hein, mais alors totalement, c'est histoire de dire, parce que se mettre en position défensive, ça accorde énormément d'avantages, quoi. On peut arriver à être beaucoup plus efficace avec ça. Donc il était plus ou moins foutu à ce moment-là, mais il a quand même voulu avancer, tête brûlée, sans réfléchir. Stannis, c'est bravo pour lui. Bravo pour lui. Donc il décide d'avancer tout seul, quoi, et c'est les hommes qui lui restent se font laminer par l'armée des Bolton qui est sortie de son château. C'est une attaque directe. Et voilà, c'est très rapidement montré, histoire de dire que c'est un gâchis, c'est complètement râpé. Et ouais, on le montre se batailler un petit peu là, alors que tous ces hommes viennent de crever. Et il se retrouve seul sur un tronc d'armes, tandis que Brienne, qui a eu vent de l'arrivée de Stannis, parce que tout ce qu'elle a fait durant cette saison, c'est rester guetter dans une petite tourelle, à un petit coin de bois devant la tour pour voir si Sansa lui enverrait bien un signal. Apparemment, ouais, elle a reçu ce message, ça n'a pas été montré à un quelconque moment, mais ouais, elle a reçu ce message et c'est ce qu'elle avait dit à Théon à un moment donné quand il voulait qu'il envoie un signal pour elle. Elle a reçu ce message de la part de Brienne, même si ça n'a pas été montré. Ok, d'accord, très bien. Et ouais, quoi, elle est restée là pendant toute la saison, mais alors qu'elle sait que Stannis arrive avec son armée, elle se dit qu'elle va peut-être en profiter pour se venger enfin de ce qui est arrivé à Renly. Et alors, gros timing de merde, il y a Sansa qui a réussi à se barrer de sa chambre à un moment donné, qui profitait un peu du tumulte, pour foncer dans la petite tour pour envoyer le fameux signal, sachant que personne garde ça ou quoi que ce soit, en dépit du fait que Ramsay est maintenant au courant des intentions de Sansa, donc il est pas super intelligent sur le coup, et donc elle envoie son signal 3 secondes après que Brienne ait décidé de laisser tomber son poste pour aller s'occuper de Stannis. 3 secondes, hein.
Le timing qui tombe à pic, vraiment, hein. Donc elle pourra pas profiter de son aide. C'est pas de veine, hein. Autrement dit, on va avoir le massacre de Stannis qui aura lieu, où Stannis finira par être seul sur le champ de bataille, complètement blessé et amoindri. Et donc, Brienne viendra rapidement pour lui dire qu'elle représente Renly et qu'elle vient pour venger son nom. Elle le fait sans grande cérémonie. Ah, mais c'est une mort normale et réaliste. Oh, tu t'attendais à ce que ce soit épique ou quoi que ce soit, Johan? Si vous voulez, hein. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si c'était pour arriver là, elle aurait tout aussi bien pu crever dans la fin de la saison 2, hein, je trouve. Hein. C'est plus ou moins ce que j'attendais, c'est-à-dire Mélisandre qui survit en devant jongler avec ce qui reste des forces de Stannis, et Stannis qui crève au champ de bataille. Ça a juste été reporté, mais c'est le même résultat en fin de compte. Mais voilà, Brienne a eu sa petite vengeance, et quand je dis petite, c'est rapide quoi. On essaye de mettre un peu en scène, qu'on se soit bien d'accord, c'est pas mal foutu, la mise en scène est assez forte, mais ça va vite. Ça va vite, et honnêtement, à la force de la chose, autour de ces deux personnages qu'on a instaurés pendant autant de temps, et ben, c'était pas aussi satisfaisant que ça aurait dû l'être. Hein. Surtout que, ouais, quoi, sa vengeance, elle l'accueille comme ça, sur des restes, Brienne. C'est pas comme si elle avait grandement mérité, ça lui vient comme ça, en fait. Bah, c'est super. Ça n'avait absolument aucun poids pour moi. La mort de Stannis et la consécration de Brienne, là, wow, c'était complètement oubliable, quoi. Enfin bref, du côté de Sansa, elle n'a pas donc l'avantage d'avoir Brienne pour venir à son secours, et donc elle essaye de se barrer un peu toute seule. Et c'est là qu'elle est accueillie par Myranda et Théon qui sont restés un petit peu dans le coin. Myranda qui dit ah non, vous pouvez pas vous barrer, soit vous me suivez gentiment, soit je vous torture. Et de toute façon, tout ce qu'il lui faut à Ramsay, c'est certaines parties de votre corps pour pouvoir se procréer s'il y en a certaines qui manquent, c'est pas grave. Voilà, histoire de dire. Et grand moment très décevant une fois de plus, Théon se rebiffe enfin. C'est-à-dire que Myranda s'apprête à tirer un carreau d'arbalète je sais pas où sur Sansa, et Théon finit enfin par se rebeller en la jetant du haut des remparts, en la tuant, Myranda rapidement. Donc voilà, elle n'aura pas duré très longtemps celle-là. Je suis sûr que Ramsay le vivra mal, peut-être qu'il avait un lien particulier avec elle. Et voilà, Théon maintenant, il est revenu plus ou moins du bon côté. Il se dit, ok, maintenant avec ce que j'ai fait, j'ai pas trop le choix, je vais vous aider à vous enfuir. Barrons-nous en sautant du rempart du bon côté, du côté où il y a de la neige apparemment. Ça amortira notre chute. Essayons. Alors là c'est le suspense, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, nous ne savons pas. J'imagine quand même, ce serait marrant, ce serait marrant dans un certain sens que l'épisode d'après, le premier épisode de la saison 6, ça commence sur leurs deux cadavres au sol, au pied des remparts, avec des soldats qui les observeraient en disant ils pensaient sincèrement que la neige amortirait leur chute de cette hauteur. Waouh, les cons. Ça me ferait marrer l'espace d'un moment que ce soit ça. Et bon, je pense pas, ça me surprendrait quand même beaucoup que ce soit ça. Et ouais, quand on voit pas ça, donc j'imagine qu'ils vont se barrer, il va y avoir une chasse pour les retrouver. Est-ce qu'ils seront retrouvés ou pas? S'ils se font retrouver, je vois mal Théon s'en sortir après ça. Voilà, mais bon, peut-être que ça peut être intéressant par rapport à ça. C'était pas trop mal, mais le gros problème, c'est que après tout ce qu'on a vu autour de Théon dans cette saison 5, après tous les trucs, toutes les occasions qu'il n'a pas suivies, sur lesquelles il n'a pas sauté pour arriver à se rebiffer contre l'autorité de Ramsay, c'est maintenant qu'il se dit ok, je sauve ma sœur d'adoption entre guillemets, je m'enfuis avec elle, après ça, après ce moment ultra rapide avec Myranda, c'est ça le grand moment où Théon se ressaisit enfin. Waouh, c'était trop fort, hein. Trop fort. Ouh. Avant de parler du grand morceau final qui m'a le plus irrité, il nous reste à voir rapidement ce qui se passe autour de Daenerys. Et je dis ça rapidement parce que c'est pas que c'est mauvais, mais ça a pas énormément d'impact. Dans le sens où ça met juste un petit peu en place
la nouvelle situation qui aura lieu pendant un certain temps, je crois. Donc, après avoir chevauché son dragon, son dragon s'est barré quelque part vers le nord, à Daenerys, et il s'est posé quelque part. Voilà, il s'est posé là, il est plus reparti. Donc, ouais, il faut aller retrouver notre reine. Tandis que tout le monde discute un petit peu de la nouvelle situation, surtout autour de Jorah et de Tyrion, qui sont un petit peu des nouveaux venus. Jorah qui avait été banni, mais après ce qu'il vient de faire, peut-être qu'elle leur accepterait. Et Tyrion qui est encore un nouveau venu. Et donc on met un petit peu en place la situation, comme quoi Daario et Jorah vont partir retrouver leur reine pour la ramener, tandis qu'on va laisser dans le coin Mérine des gens pour s'occuper de la chose, c'est-à-dire Vergris, vu qu'il représente les Immaculés, et donc arrivera à parler au peuple, Missandei, qui donc a toute la confiance de la reine, et Tyrion qui les conseillera du mieux qu'il peut, qui j'imagine dirigera un petit peu dans l'ombre, et ce sera eux leur porte-parole. Mais voilà, on peut pas laisser Tyrion diriger ça alors qu'il n'est pas bien connu, etc. Ce serait pas une bonne idée. Voilà, donc c'est histoire de mettre ça en place. On met aussi rapidement en place que Varys l'a rejoint. Donc il a eu vent de ce qui se passait, il l'a rejoint. Donc il y a un petit moment où il se retrouve. On se rend compte qu'il aura un petit peu besoin de lui pour le conseiller et pour avoir un espion sur un peu ce qui se passe. C'est histoire de dire, voilà, il est revenu, un petit moment de... un petit dialogue sympathique entre eux, voilà, c'était cool ça. Et ouais, c'est tout pour l'instant, quoi, c'est mettre en place la situation. Sachant que ouais, du côté de Daenerys, donc elle est un peu plus loin, sur une espèce de montagne, elle sait pas trop où. Elle demande à son dragon de la ramener, mais il veut pas, parce que, je sais pas, il est blessé, fatigué, un truc comme ça. Et comme par hasard, il se retrouve pas loin d'un endroit où il y a toute une cavalerie de mecs qui arrivent pour l'accueillir, qui ont l'air, dont les intentions sont mystérieuses. Est-ce qu'elles lui veulent du bien, du mal, etc. Il me semble que c'est Dothraki. Vous savez, ce qu'on n'a plus vu depuis que Daenerys a engagé les Immaculés. Après qu'elle a engagé les Immaculés, apparemment les Dothraki sont repartis et... il me semble que c'est eux, hein. Je dis ça comme ça, si ça se trouve c'est n'importe quoi ce que je dis, mais il me semble que c'est eux les Dothraki. Ouais, ok. Alors comment ils vont réagir? Est-ce que c'est les Dothraki qui étaient contre elle ou pour elle? On ne sait pas, on verra bien. À un moment donné, voilà, c'est le petit cliffhanger autour de ça. Ça allait, c'était juste de la mise en place, c'est pour ça que ça n'a pas un grand impact, mais voilà, c'est une mise en place acceptable. Enfin bon, il nous reste plus qu'à parler de ce qui se passe autour de Jon Snow, ouais. Ah, ce qui se passe autour de Jon Snow, ouais. Donc, il y a Sam qui lui parle un peu, alors qu'il se rend compte qu'il est détesté un peu par tout le monde dans le camp après sa décision. Sachant que oui, ça date pas d'hier, hein, ça commence à faire quelques épisodes de ça. Hein. Je tiens à le préciser, ce sera important pour la suite. Et Sam lui demande, si possible, si ça lui dérange pas, de faire en sorte qu'il le nomme maître, de façon à ce qu'il puisse partir ailleurs, à la citadelle, avec Vert, de façon à ce qu'elle puisse pas être en danger ici, et qu'il puisse suivre un petit peu. Il promet que lorsqu'il sera bien formé en tant que maître et qu'il saura pas mal de choses, il reviendra pour l'aider. Alors c'est cool, c'est un moment de revoir assez fort entre eux, où Jon Snow se rend compte qu'il peut pas le laisser là, et qu'il va plus avoir grand monde pour l'épauler, quoi. Ça va être très très difficile pour lui après ça, surtout après l'échec un peu cuisant qu'il a vu. Sachant qu'au passage, oui, on a un petit peu précisé pourquoi il a réussi à tuer un marcheur blanc avec son épée, c'est parce que c'est de l'acier valyrien. Donc en plus du ver dragon ou obsidienne, l'acier valyrien est aussi doué contre les marchands blancs. Ok, très bien. Donc les épées qu'on fait forger, les Lannister, là aussi, ça joue un rôle peut-être. À ce niveau-là, ce serait cool. En tout cas, voilà, Sam part et Jon se retrouve seul maintenant, avec quasiment plus aucun allié dans le coin. Donc on sent un petit peu la solitude du moment. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal comme passage, hein, où Sam doit dire au revoir parce que il sait que s'il reste, ça va pas bien se passer. Alors on a aussi une petite scène donc où on voit Davos revenir pour lui demander de l'aide à amener à Stannis, ce qui servira à rien puisque Stannis sera parti sans lui. Et à peine 30 minutes après son arrivée, il y a Mélisandre qui arrive sur son cheval. Alors je pige pas très bien la logique. Le mec il est parti la veille, c'est-à-dire il y a une demi-journée au moins, quelque chose comme ça, on est d'accord? Et elle arrive une demi-heure après elle.
Genre, elle allait beaucoup plus vite que lui, c'est quoi le délire? Je pige pas. Ou alors il y allait à pied, j'en sais rien, normalement il y allait à cheval lui aussi, non, c'est pas logique, je trouve pas ça très logique. Et en tout cas, ouais, c'est histoire de dire que Davos et Mélisandre sont encore là. Hein, le camp Stannis est complètement mort, mais il reste encore ces deux-là. Voilà. Je sais pas comment Davos va réagir en apprenant la vérité. Parce que lorsqu'elle rentre, Mélisandre, elle fait bien signe que tout le monde est mort de l'autre côté, mais elle dit pas exactement dans quelles circonstances. Je sais pas si Davos va l'apprendre. Parce que si Davos l'apprend, je pense qu'il voudra un petit peu la buter, la Mélisandre. Hein. Je pense qu'il le voudra. Alors, en tout cas, voilà, c'est histoire de dire qu'ils sont encore là, ceux-là, et c'est là qu'on a la fameuse scène. La fameuse scène de fin, le grand cliffhanger de fin qui arrive. Où il y a Olly qui vient convoquer Jon Snow pour lui dire qu'un des sauvageons est venu pour parler de son oncle. Son oncle qui a disparu à la fin de la saison 1, ça commence à dater. Je me suis dit, waouh, c'est cool que vous remettiez ça sur le tapis. Alors, je pensais peut-être naïvement que c'était pour de vrai ce qu'il disait, mais non, on verra que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, quoi, c'est cool de reprendre un petit peu ça, quoi, d'avoir conscience de ça. Et lorsque... il entend parler de ça, Jon Snow se précipite pour savoir ce qu'il va dire, ce sauvageon. Et lorsqu'il s'y rend, il voit une croix avec le mot traître écrit dessus. Et en fait, tout le monde vient le buter à la mode César. Mais alors, genre totalement. C'est-à-dire, il y a donc Thorne et plusieurs hommes qui sont pas contents de ce qu'il a fait. Et ils le poignardent les uns à la suite des autres. Avec Olly qui termine, d'où le tout quoque Olly. Mais alors là, celui-là, il passe nickel, là, c'est totalement ça. Et il meurt. Jon Snow meurt comme ça, un peu comme une merde. Après qu'il y a une partie de la troupe qui en a marre de ses décisions et se dit ah, il nous a trahis, donc on le bute. Je peux pas accepter ça. Hein. Vous aurez beau me dire, oh, t'es réaliste, oh, la froideur des choses, c'est le concept de la série. Jon Snow, c'était un personnage central. Un personnage qui devait évoluer au fur et à mesure. Et que vous le fassiez crever avant la fin, à la limite, je veux bien, mais d'une façon moins froide et rapide que ça. Est-ce que c'est comme ça dans le bouquin? Parce que, à nouveau, il me semblait que le titre du bouquin se référait un petit peu à Jon Snow aussi, quoi, à Jon Snow et à Daenerys. Donc ça fait bizarre que ça se passe comme ça dans le bouquin, si ça se passe comme ça dans le bouquin. Parce que, à nouveau, si ça se trouve, ils ont fait quelques changements à la fin de cette saison pour repartir vers leur nouvelle... leur nouvelle interprétation. Parce que ouais, j'en parle tout de suite, dans la saison 6, à partir de la saison 6, ça va s'éloigner des bouquins parce qu'il y en a plus qui sont sortis, quoi. Le 5, c'était le dernier. Donc, ils ont résumé les bouquins 4 et 5 dans cette saison trop rapidement, j'y reviendrai. Et à partir de la saison 6, ça va être totalement libre par rapport au bouquin. Ce qui ne veut pas forcément dire que ça va être mauvais, nous sommes d'accord. Hein, ça peut très bien être de bonne qualité malgré ça. Mais voilà, quoi, je me pose la question, est-ce que ce qu'ils ont voulu entamer dans la saison 6, ça prend en compte cette mort qu'ils ont amenée, ou est-ce que c'était la fin des bouquins, la fin du livre 5? Je me pose la question. En tout cas, c'est la fin du livre 5, je trouve que c'est abusé comme façon de tuer Jon Snow. Après tout ce qu'on a mis en place pour son ascension au pouvoir, tout d'un coup, dans une scène rapide de 2 minutes, à peine 2 minutes, il se fait poignarder dans le dos par tous les gens qui sont pas contents de ses décisions, et puis merde, c'est ça la fin de Jon Snow? Je veux dire, au moins, dans les Noces Pourpres, il y avait une organisation derrière ça, quoi. C'était vraiment un complot organisé par les Lannister pour se débarrasser d'une épine dans leurs pieds. Et voilà, il y a une signification derrière, quoi. Ça a été un petit peu amené, c'était mis en place. Là... on pourra me dire vaguement que ça a été mis en place, mais pour moi c'est du foutage de gueule. C'est une décision qui a l'air d'être prise sur le coup, parce que s'ils voulaient vraiment, et je dis bien vraiment, aller à l'encontre des décisions de Jon Snow, pourquoi ils ont suivi tous ces ordres jusqu'à cet épisode? Parce que oui, quand il a pris sa fameuse décision de rallier le peuple libre, etc., les gens n'étaient pas contents, mais ils ont laissé faire. Lorsqu'il est revenu avec les derniers survivants du peuple libre, ils les ont laissés passer.
Et il s'est rien passé, il n'y a eu aucun accident après ça. Donc c'est même pas comme s'il y avait eu un élément déclencheur qui leur ferait dire ah maintenant c'en est trop, il faut qu'on le bute. C'est pas logique du tout, quoi. Surtout de la part de Thorne, qui, je rappelle, était le décisionnaire tant qu'il n'était pas là, Jon Snow. C'est pas logique que ça se prenne tout de suite, cette décision, pour nous faire une espèce de fin choc à la con, quand ils ont laissé passer tout ça avant. S'ils étaient pas contents de ça, si ça les emmerdait tant que ça, eh ben ils auraient pu organiser cette espèce de, de meurtre à Jules César bien avant. C'est quoi c'est-à-dire, ça n'a aucun putain de sens pour moi. Ce choix vient comme ça maintenant, parce qu'il faut un cliffhanger de fin de saison, j'ai l'impression. Et à la limite, je préfère largement qu'on fasse les fins de saison avant où on donne pas de conclusion, où les choses se poursuivent telles qu'elles sont, que ça, hein, je vous le cache pas, hein, parce que c'est... Et ouais, c'est du gâchis de personnage qui n'avait pas fini d'évoluer, qui est dans une sale passe, qui doit apprendre à mieux s'en sortir, surtout après son coup héroïque, il meurt comme ça, c'est qu'avant. Je sais pas, alors peut-être qu'il y a moyen qu'il s'en sorte d'une façon ou d'une autre, je vois pas comment. Je veux dire, le mec s'est pris des tonnes de poignées, de coups de poignard, on montre clairement son sang qui coule, et je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Limite, peut-être, Mélisandre, qui récupérerait son corps et pour le faire revivre d'une façon ou d'une autre. Peut-être, je sais pas. Je prendrais beaucoup quand même. Mais... ouais, même si on prend en compte ça, même si on part sur cette hypothèse assez improbable quand même qu'il survive à ça, c'est mal amené et ouais, ça va foutre en l'air tout ce qui a été mis en place dans son arc. Comme quoi, maintenant, les gens n'en ont plus rien à foutre de lui, etc. Il pourra plus être avec la garde, là. Alors que ça a été tout ce qu'il définissait. Et si... à nouveau, hein, s'il survit, parce que je crois pas particulièrement, s'il survit et qu'il est plus avec la garde avec ça, ce serait une façon de le faire quitter la garde pourrie, je trouve. Ah, j'aime pas ce passage-là, il m'a énormément frustré. Peut-être parce que j'aime beaucoup Jon Snow, je vous cache pas, ça doit jouer un rôle, hein, c'est vrai, mais... ouais, ce truc qui vient super vite, qui aurait pu se mettre en place bien avant par rapport à ceux qui veulent le faire, je trouve que ça n'a aucun poids en soi, et la seule chose que ça amène, c'est de la frustration. Mais apparemment, l'arc de Jon Snow, membre de la garde, c'est terminé. Comme ça. Rapidement. Ça m'enchante pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et donc ouais, c'est ça qui plombe l'épisode le plus, mais ça change rien au fait qu'il y a beaucoup de conclusions, de résolutions qui se terminent en queue de poisson dans cet épisode. Et ouais, le premier épisode, beaucoup trop frustrant pour moi. Où on sent qu'ils voulaient mettre en place beaucoup de choses trop rapidement, où ils n'ont pas superbement bien mis en place leur résolution, ça allait souvent trop vite. Et là, c'était le pic à ce niveau-là. Et s'il n'y avait pas eu cette fin, ça aurait quand même été un épisode passable, correct, mais cette fin, non, je peux pas. Cette fin m'irrite énormément, et j'ai pas aimé cet épisode. Premier épisode de la saison que j'ai pas aimé au bout de la fin de la saison 5, c'est incroyable. Mais bon, en dehors de ça, c'est vrai que c'était une saison assez moindre par rapport aux précédentes. Hein. Bon, je vais essayer de pas prendre en compte la dernière impression pour la juger entièrement. Je trouve quand même qu'il y a des moments super forts là-dedans. Nous sommes d'accord, hein, que j'ai vraiment apprécié quand même. Et oui, les personnages étaient toujours un peu fidèles à eux-mêmes, à quelques exceptions près. Il y a des arcs qui passaient moins bien, et pas mal de choses qui se terminaient en queue de poisson, comme je l'ai dit. Je pense que c'est le plus gros problème. Les fins en queue de poisson, il y en a beaucoup trop dans cette saison. Ce qui fait que ouais, c'était pas aussi fort que les saisons précédentes. Et ouais, c'était frustrant, c'était une saison un peu plus frustrante que les précédentes, et la moins bien réussie jusqu'à présent pour moi. Ça restait de bonne facture en termes global, hein. En moyenne c'était quand même bien, mais pas autant que les précédentes, c'est évident. Autant la 4, j'ai trouvé que ça valait à peu près les saisons 1 à 3, autant la 5, oui, il y a une baisse de régime assez sévère. Hein.
Pas trop grave non plus, parce que ça reste de la bonne qualité, mais quand même pas la même chose que les précédentes. Hein. Il y a une baisse hein, qui se ressent bien. J'espère que la saison 6 saura remonter un petit peu, même si, d'après ce que j'ai compris, ça va être totalement, pas tout à fait en roue libre, mais beaucoup moins calqué sur les livres, puisqu'ils sont pas sortis, les livres suivants. On verra, peut-être qu'ils sauront bien se débrouiller avec les nouveautés, c'est tout ce que j'espère, À bientôt pour la saison 6, bye.